Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, je reçois Stéphane Garneau, qui est le grand Manitou de la bibliothèque du Cégep de Thetford. Bonjour, Bonjour. Stéphane. Tu as plusieurs chapeaux, là, comme tu me disais tout à l'heure. Tu es à la bibliothèque du Cégep, qui est aussi la bibliothèque municipale, là. Mais tu as d'autres chapeaux, là. Centre d'archives. Oui, je suis administrateur au niveau du centre d'archives, président de la Société d'histoire et de généalogie. T'as-tu un background en histoire? Oui, diplôme en histoire aussi. Bon, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler des expositions, des conférences qui ont lieu à la bibliothèque. Puis, je veux dire, tu m'as donné un petit papier là, avec tout ça. C'est impressionnant, la qualité des orateurs là, qui sont invités. Oui. Là, on a 24 avril, Jean-Marie de Coninck, La vie secrète des mathématiques. Hey, écoute, ça doit être intéressant, ça. Bien, c'est un sujet, c'est que tous les jours, on utilise les mathématiques. Dans le fond, c'est ça un petit peu la conférence, c'est de voir l'utilisation qu'on peut faire des mathématiques dans la vie de tous les jours. Tu sais, M. de Coninck va dire, bon, pourquoi ils font pour quand on colle un avion? Bien, pourquoi il y a un siège qui réserve, comment ils font pour calculer qu'il y a tant de sièges qui peuvent être achetés par les gens? Parce qu'ils vendent toujours plus de sièges que le nombre de places assises. Oui. Mais il y a un calcul mathématique qui était fait derrière ça, qui dit pourquoi on peut vendre plus que de sièges que de gens dans l'appareil. Oui. Puis c'est tout, bon, quel est le moment idéal pour enlever un gardien de but lors, dans une partie de hockey? Bien, encore là, il y a un calcul mathématique qui dit que à tel moment, c'est le meilleur moment pour enlever ton gardien de but dans une rencontre. Fait que c'est plein de choses comme ça super intéressantes que M. de Coninck a accepté de venir nous parler chez nous. Et ces conférences-là, il faut le mentionner, pour les membres de la bibliothèque, c'est gratuit. Les membres de la bibliothèque et du réseau des bibliothèques publiques de Thetford. OK. Parce que ce qu'on peut peut-être oublier de dire, c'est que depuis décembre 2017, la bibliothèque du Cégep fait partie du réseau des bibliothèques publiques de Thetford, qui comprend aussi la bibliothèque Lit Beaucoup, la bibliothèque L'Amitié à Robertsonville, et la bibliothèque de la Polyvalente de Black Lake, secteur de Black Lake. Oui. Fait que tous les gens qui sont dans le fond, ça, il y a une seule carte de membre pour l'ensemble du réseau. Fait que vous n'êtes plus vraiment affilié à une bibliothèque plus que l'autre. Vous avez accès aux 4 bibliothèques. Bon, souvent, les gens vont en fréquenter une plus qu'une autre. Oui, mais vous pouvez, même si vous allez plus à Lit Beaucoup ou à l'Amitié, vous pouvez pareil avoir des billets gratuitement pour assister aux conférences présentées par la bibliothèque du Cégep. Là, tu me disais qu'il fallait réserver sa place. Bien, souvent, c'est ça. On sort les billets un mois à l'avance. Puis on demande aux usagers de venir chercher des billets. Pourquoi? Même si c'est gratuit, c'est juste pour nous aider à prévoir la salle où on va tenir la conférence. Il y a des conférences où des fois on va avoir 30 personnes, mais on a déjà eu 230 personnes pour une conférence. Wow! OK. Et tu me disais aussi qu'il y avait Coleraine, Irlande, Saint-Adrien et Canners Mills sont, dans le fond, membres de la bibliothèque de Thetford. C'est ça. Ce sont des municipalités qui ont le réseau à des ententes. C'est-à-dire que pour les 4 municipalités, là, on disait donc Saint-Joseph de Coleraine, Saint-Adrien d'Irlande, Irlande et Canners Mills, leurs citoyens qui veulent s'abonner, c'est gratuit, comme les résidents de Thetford Mines. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas de bibliothèque municipale dans leur localité, donc ils deviennent membres de la bibliothèque de Thetford. Ben, il y a une entente. C'est parce que les municipalités ont négocié, c'est parce que avec nous. C'est sûr que probablement le fait de ne pas avoir de bibliothèque municipale, c'est probablement ce qui les a portés à signer une entente avec le réseau. Fait que, comme on dit, on est content d'avoir ces citoyens-là de plus parmi nos membres. Oui. Ça fait plus de monde donc, chez nous. Les autres sont membres aussi, donc il faut qu'ils réservent leur place, mais ils ont accès. Mais de toute façon, même si on n'est pas membre, 5 c'est rien. C'est là, ça, quand parce que on soit Jean-Marie de Coninck, quand même. Si jamais vous restez dans une municipalité de la région qui n'est pas membre du réseau et vous voulez venir à cette conférence, il est possible d'acheter des billets au coût de 5 On ne fait pas les conférences pour faire du profit. Non. C'est pour donner accès, on aime ça donner accès à des conférenciers que les gens ne peuvent pas voir ou très rarement dans la région. Puis comment on fait? Où est-ce que c'est annoncé? Comment on fait pour s'inscrire? Là? Dans le fond, les billets sont disponibles au comptoir du prêt de la bibliothèque du Cégep. Oui. Absolument, c'est toujours un mois avant la conférence qu'on les libère. On annonce toutes nos conférences dans le courrier Frontenac. Fait que si les gens s'agit de voir le courrier Frontenac, sinon les gens, on est présent à la bibliothèque du Cégep sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors si les gens oui, tu me disais que c'est toi qui gérais ça d'ailleurs. Oui, c'est une de mes tâches. Donc, si les gens s'inscrivent à nos réseaux sociaux, donc ils vont avoir les informations, là, les dates des conférences. OK. Donc, 24 avril, Jean-Marie de Coninck. Le 13 mai, Michel Langlois. De quoi il va parler? C'est un auteur de romans historiques. Oh! M. Langlois est un ancien archiviste aux Archives nationales du Québec, puis il est maintenant à sa retraite. Et s'est converti dans le roman historique, entre autres, ses séries Ce pays de rêve, ou encore Le gardien de la lumière qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent, dans le bas du fleuve avec les phares. Alors, ce sont des séries historiques. Là. Il y en a d'autres dont je ne me souviens plus le nom, mais M. Langlois a écrit beaucoup de romans historiques et il va venir nous raconter un petit peu son inspiration, comment il s'inspirait pour créer des personnages, pour écrire des romans.
Puis j'imagine que ça doit être du roman historique à saveur québécois. Là, Oh, oui, tout se passe au ça? Québec, oui. OK. Ah, ça, c'est toujours le fun. Hein? Ouais. On en apprend toujours. Donc, lui, il va être là le 13 mai. C'est des conférences d'à peu près combien de temps? Hein? En général, je vous dirais qu'on compte environ 1h15, 1h30 pour la conférence. Après ça, il y a toujours une période de questions. Oui. OK. Et le 29 mai, donc la session est terminée, mais on en a un petit dernier. Stéphane Garneau. Ça, c'est pas parent avec toi. Là. Non, c'est pas moi qui ai donné la conférence. Dans le fond, pourquoi la conférence Éditeur, habituellement, on essaie de préférence d'avoir les conférences pendant la session, c'est qu'on a eu on a des justement d'un autre conférencier, on était supposé de recevoir l'historien Laurent Turcot. Oui. Malheureusement, il y a eu des tempêtes cet hiver, hein? Fait qu'on n'a pas pu le recevoir, puis on n'a pas pu reprendre la conférence parce que M. Turcot est quand même beaucoup occupé. Donc, on a rajouté à la place, on a accueilli M. Stéphane Garneau, qui est animateur à la première chaîne de Radio-Canada. Il est chroniqueur techno, on le voit des fois aussi à la télévision. Oui, puis il a écrit aussi quelques volumes, dont son dernier qui est le Guide de survie au 21e siècle. C'est d'ailleurs Stéphane Garneau, le fils du célèbre Richard Garneau. Oui, là. chroniqueur sportif que tout le monde connaît. Mais qui est peut-être plus un chroniqueur journaliste techno-culturel, là, oui, lui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et sa conférence s'intitule « Rester humain à l'ère du numérique ». Oui, dans le fond... Comment qu'on fait ça? C'est ça que M. Garneau vient de nous parler. C'est de voir qu'on est beaucoup aujourd'hui, on a toujours notre cellulaire proche de nous, puis on est toujours porté en attendant les notifications. On regarde toujours notre profil Facebook peut-être 25 fois par jour, quand c'est pas Instagram ou Twitter. Comment survivre à travers tous les aléas du numérique? Puis, il ne faut pas se le cacher, ça ne nous rend pas vraiment plus heureux, parce que, entre autres, dans son volume... Ça nous fait perdre du temps énormément. Ça perd du temps, puis M. Garneau dit qu'il y avait eu une étude qui a été faite par une université, puis... Pendant un mois, ils ont demandé à des gens de ne pas aller sur Facebook. Puis à la fin du mois, c'était prouvé que les gens étaient plus heureux que pendant tout le mois qu'ils consultaient parce que, bon, on se compare pas toujours à nos voisins parce que c'est sûr que ce qu'on met sur Facebook, c'est toujours, bon, la belle photo, on va en voyage, tout a l'air toujours rose sur les réseaux sociaux. Fait que quand on se compare avec les autres, on trouve notre vie peut-être moins intéressante. Oui. Fait que le fait de se déconnecter, puis aussi on vient moins polarisé parce que souvent il y a des opinions plus polarisées sur les réseaux sociaux. Effectivement. Fait que c'était prouvé aussi que le fait de ne pas aller sur les réseaux sociaux, on vient moins polarisé quand on touche à des débats de société. C'est intéressant parce que, tu sais, je pense dans le mois de février, c'est le mois sans alcool. Est-ce qu'on verra apparaître un jour un mois sans Facebook? Ça pourrait être intéressant. Et il y a des conférences aussi à l'automne, là. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5 à date. Ça en fait beaucoup. C'est à peu près une conférence aux 2 semaines que vous faites. Ça, les gens peuvent sortir de leur crayon. On ne les a pas encore annoncés. Donc, les gens vont le savoir. C'est pour ça que j'ai les titres avec moi parce qu'on vient de finir de monter la grille de programmation, je peux dire, pour l'automne. Dans le fond, tu pourrais comme revenir nous en parler à l'automne. Pour revenir à l'automne. OK. Mais on peut les mentionner rapidement. Oui. Le 18 septembre, donc, c'est M. Serge Pinault. M. Pinault, on l'avait reçu l'automne passé comme conférencier. C'est un professeur d'astrophysique à sa retraite de l'Université Laval. Il était venu donner la conférence Tintin au pays des savants. Mais là, ce coup-ci, il vient vraiment dans son credo, son domaine. Il va nous donner une conférence qui s'intitule « Une brève histoire de l'univers ». Donc, toute la création de l'univers. Le Big Bang. Toutes ces choses-là. OK, tout le kit. Fait que ça, je tiens à dire que toutes nos conférences sont tout le temps à 19h. Ah bon, OK. Et c'est toujours les mardis ou les mercredis? Là. C'est un soir de semaine. C'est un soir de semaine, il n'y a pas vraiment de journée fixe? Non, l'expérience nous prouve qu'il n'y a pas vraiment un meilleur soir qu'un autre pour les conférences. Ah bon. On a autant eu des lundis que des vendredis. Ah bon? Aussi. Le 1er octobre, on a M. Éric Graillon, qui lui est archéologue au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Il va venir donner une conférence sur la présence autochtone dans le canton de l'Est, ce que l'archéologie nous révèle. Oh! D'abord, ça va être très frais parce que M. Graillon il me disait que la semaine d'avant, il est encore sur les sites de fouilles. Ah oui. Fait que le 1er octobre, on va peut-être avoir des artefacts qui sont tout chauds, si je peux dire, qui viennent d'être sortis du sol. C'est intéressant parce quand on parle d'Autochtones, on a plutôt l'impression qu'ils sont du côté de la Côte-Nord ou même du Grand Nord du Québec, alors que le territoire était occupé là, avant qu'on arrive ici. Oui, là. Même il y avait ici, présence autochtone. dans la région, ici, on n'était pas une région d'habitation, mais une région de passage. Par la rivière Bécancour, les Amérindiens passaient dans la région. Par la rivière Bécancour. Oui. Puis là, on a Jean-Michel Vanasse en octobre. Oui, le 23 octobre, M. Vanasse, je pense que les gens le connaissent peut-être, ceux qui ont la chaîne Explora, il y a même l'émission Planète Techno. Ah. Donc, il va venir nous parler de l'intelligence artificielle et son impact sur le marché du travail.
Fait que tantôt, on parlait de M. Garneau qui veut dire qu'il faut peut-être moins se brancher sur le numérique. Oui, mais là, on s'en va à l'inverse. On s'en va à l'inverse, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle. Ben oui. Donc, M. Vanasse, comme je dis, c'est un expert en technologie. Donc, je pense que ça va sûrement être très intéressant. Peut-être des employeurs dans la région qui vont être heureux de venir entendre M. Vanasse. Et on a encore 2 après, novembre. Oui. Donc, un autre créneau, le 12 novembre, bon, à la recherche d'exoplanètes, c'est Mme Frédérique Baron de l'Institut de recherche sur les exoplanètes qui est lié à l'Université de Montréal. Ça, quand on parle d'exoplanètes, c'est à l'extérieur du système solaire. Oui, là, on est, pour les amateurs d'astronomie, là, ça va être une conférence qui va être très intéressante, je suis certain. Oui. Tout à fait. Et on termine Tu me donnes le goût, en tout cas. On termine à l'automne avec le 26 novembre, les voyages de John James Audubon au Labrador en 1833 et à Québec en 1842. Monsieur Yves Hébert, c'est un historien. Puis c'est qui John James Audubon? Monsieur Audubon, je ne sais pas si c'est lui qui, si vous écoutez un petit peu là, les oiseaux, il a écrit le livre Les oiseaux d'Amérique du Nord. C'est un gros livre, c'est la référence. Monsieur Audubon a décidé, lui, au 19e siècle, qu'il voulait peindre tous les oiseaux présents sur le continent nord-américain. Grandeur nature. Il y en a qui se donnent des gros contrats, hein? Grandeur nature. Alors, le volume d'origine, pour l'avoir vu au Musée de la Civilisation, c'est un grand livre. Et puis, les oiseaux sont peints à la grandeur réelle. Donc, M. Audubon, je pense qu'il a peint plus de 400 espèces d'oiseaux au 19e siècle. Qui est présent, il est allé en Louisiane, il est allé en Terre-Neuve, il s'est déplacé beaucoup. Et donc, on va cibler là, ses voyages au Labrador en 1833, puis Québec 1842. Bon, OK. Parce qu'on aurait beaucoup raconté. Oui, parce qu'à travers ça, il a fait beaucoup aussi. On ne peut pas passer à travers l'œuvre en 1 heure. Là. Non, puis je pourrais dire qu'il y a une partie de sa vie, il a peint les oiseaux, et l'autre partie, il était à la recherche de financement. Il a fait plusieurs voyages à Londres pour trouver du financement pour publier son œuvre. Oui, j'imagine, mais parce que une œuvre de cette envergure-là, Oui. C'est pas facile à vendre, mettons. Il faut avoir de la place dans le salon. Tu me disais qu'il y avait plus de 600 personnes qui avaient assisté aux conférences. Oui, en 2018, plus de 630 personnes qui ont assisté à nos conférences. Donc, je pense que c'est de plus en plus. Un beau succès, effectivement. Oui, on a commencé en 2012. C'est quand même assez récent. Ah oui. Avec une première conférence. Puis, on en a fait une par session. Puis, on est monté à 2, 3. Puis, le succès venait, on s'est dit qu'on va en offrir davantage. Ben oui. Fait que les gens suivent. Tant que les gens vont avoir du plaisir à cette conférence, on va continuer à en proposer. Puis on essaie toujours d'avoir la plus grande diversité possible. C'est sûr qu'on pourrait, puis comme on dit souvent, on ne cherche pas tant d'avoir toujours des salles de 200. On cherche la plus grande diversité de sujets. Donc, si on a 30 personnes pour une conférence, c'est aussi bon que si on en avait 150. Le but, c'est de toucher environ tous les domaines. Là, on voit par les conférences à l'automne, on touche les oiseaux, l'intelligence artificielle, les planètes, l'univers. Fait que je pense qu'on en a un peu pour tous les goûts. Et est-ce que c'est bien achalandé par les étudiants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui assistent à ces conférences-là ou c'est vraiment plus grand public? Je veux dire, il y a plus de grand public que d'étudiants, mais ça arrive où il y a des professeurs qui amènent leur classe au complet. Ah oui! Et comme là, la prochaine, là, sur M. Leconnec, j'ai une enseignante qui est venue chercher des billets pour toute sa classe, puis c'est obligatoire. Fait que les étudiants vont devoir assister à la conférence. Donc, c'est vraiment pédagogique. Aussi, c'est vraiment... on a d'autres trucs que vous faites, là. Je veux dire, écoute, tu m'as amené 2 pages, tu sais. La bibliothèque, on est très... vous êtes une bibliothèque très vivante, effectivement. Les podcasts, vous avez commencé ça depuis juillet, c'est tout récent. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est peut-être mieux connu sur balado. Je sais que le terme français est balado. Des fois, la jeune génération utilise plus le terme de podcast. Dans le fond, on enregistre des chroniques audio. Que les gens peuvent écouter sur notre page de la bibliothèque du Cégep. Donc, si vous allez sur le site cégep-telford.ca, il y a un onglet qui s'appelle Bibliothèque. Vous cliquez sur celui-ci et il va y avoir 3-4 onglets qui vont apparaître et donc celui de balado. Si vous cliquez sur celui-ci, vous allez avoir accès... Directement sur le site du Cégep. Ça, vous allez avoir accès à nos balados. On en a enregistré une vingtaine depuis le mois de juillet. De quoi qu'on parle? On parle, des fois, ça peut être... une balado sur des films de lecture. Par exemple, dans le temps des fêtes, on en a fait un sur les livres de Noël. Ça peut être aussi sur soit des choses, des choses qu'on peut être à la bibliothèque. Ça peut être sur des conférences. Des fois, on prend notre programmation qui s'en vient. Ou encore, ce que j'aime le plus, c'est des fois, on a des invités qui viennent nous parler. Ça peut être soit dans le cadre d'une conférence. On a reçu Mme Marilyn Campo qui donnait une conférence sur l'Appalachian Trail. On a reçu M. Marc Blais qui donnait des conférences sur la finance. Des fois, ça peut être aussi des gens qui viennent exposer à la bibliothèque. Par exemple, on a reçu M. Patrick Hood du Centre d'archives. Qui est le président de la télévision communautaire, d'ailleurs. Quand au mois de novembre, le Centre d'archives a présenté une conférence, mais une exposition sur la grippe espagnole. Oui. M. Hood est venu nous parler de c'était quoi, dans le fond, la grippe espagnole.
Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Oui. Puis, si vous avez manqué, les balados sont toujours disponibles sur notre page web. Est-ce qu'on peut s'abonner aussi? Je pense pas, mais juste à suivre, là, à aller voir régulièrement. Je dirais qu'au 2 mois, on en enregistre aux 2 mois. Ah bon? Fait qu'aux 2 mois environ, là, il y a 3-4 nouvelles capsules qui apparaissent. Nouveau podcast. Bon. Au niveau des prêts aussi, ce n'est pas que des livres que vous prêtez. Non, on est rendu beaucoup plus que des livres. On a environ, dans le réseau entier, on parle d'environ 180 000 documents qui sont disponibles pour les usagers. 180 000, c'est bon, ça comprend, évidemment, c'est encore les volumes qui sont la grosse part. On a aussi des bandes dessinées, on a des volumes audio, on a aussi des revues, des CD de musique, des DVD, il y a des jeux beaucoup aller beaucoup. Et puis, il y a aussi des livres numériques qui ont fait l'apparition à la bibliothèque depuis le mois de juin de l'année passée. Numérique, audio et audio numérique aussi, que tu me disais tout à l'heure. Oui, on a le volume numérique que les gens connaissent. On a environ 300 volumes numériques. Donc, vous pouvez les télécharger via le catalogue. Vous faites la recherche et puis vous les téléchargez sur l'appareil que vous voulez lire votre volume. On a aussi des volumes audio. Là, vous empruntez un CD. Que vous pouvez mettre dans votre appareil pour écouter l'histoire. Oui. Ou on a aussi le volume audio numérique. Là, on va cliquer sur un site web puis on peut. Puis on écoute l'histoire, c'est ça. On commence à en avoir quelques-uns. On n'a pas encore une très grosse collection, mais on a quelques volumes audio numériques. Et il y a d'autres choses à venir aussi. Il y aura d'autres styles de prêts à venir. Oui, si on ne peut pas l'annoncer encore. Pas tout de suite, mais ça va être très intéressant. Au mois de mai, là, les gens restent à l'affût. On va avoir de quoi de très intéressant pour vous. On apporte aussi un support quand même très concret aux étudiants et aux enseignants. Ça, on parle beaucoup du volet public de la bibliothèque. Mais on a aussi un volet, on est à la base une bibliothèque collégiale. Collégiale, exactement. Ce qui est notre mission première. Oui. Donc, les gens le voient peut-être moins souvent, mais pour nos clientèles, on fournit, c'est sûr que de plus en plus, on parle de livres papier. C'est sûr que la nouvelle génération, nous, on le voit. Eux, le papier décline beaucoup. Le nombre de prêts, de volumes empruntés par la clientèle étudiante et même enseignante, parce que de plus en plus, les enseignants sont plus jeunes, décline beaucoup. Donc, on va vraiment plus vers le volume numérique? Les ressources numériques. Ressources numériques. Oui, on parle de ressources numériques, de ressources technologiques. Ce sont plus des bases de données, je vous dirais. À la bibliothèque, notre budget collégial, on est rendu environ à 10 000 par année qu'on investit en ressources numériques. Puis là, ça comprend quoi, des ressources numériques comme ça? On donne des exemples qui sont malheureusement pas accessibles à la population parce que ça prend un NIP pour accéder aux ressources. On a des bases de vidéos comme curio.ca, que ce sont des vidéos de Radio-Canada ou des émissions de Radio-Canada que vous pouvez avoir accès en ligne. CVE, ce sont beaucoup des émissions de Télé-Québec, par exemple, encore là, qui est disponible en ligne. On a des ressources pour faire des recherches dans les revues. Par exemple, Érudit, c'est beaucoup de faire dans les revues québécoises. Après ça, on a Repère, qui est encore une autre base pour faire des recherches dans les revues. Eureka, c'est pour faire des recherches dans les journaux. Alors ça, c'est des ressources qui sont accessibles tant pour les enseignants que pour les étudiants du cégep. C'est ça, oui. OK. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est des outils d'importance aujourd'hui. Donc là, les professeurs qui se promènent dans les allées pour chercher un volume, puis tout, on en voit de moins en moins. Il y en a encore, je dirais. Il y en a qui exigent encore des volumes aux étudiants dans le cadre de leurs travaux. Mais de plus en plus, entre aller chercher la revue dans les rayons et faire l'article, faire la recherche en ligne, il y avoir l'article qui apparaît en PDF sur son écran. En plus que nos ressources sont maintenant accessibles à distance pour les étudiants. Fait que le soir, la veille de remettre leur examen, ils peuvent faire des recherches sur les ressources numériques à partir de chez eux, puis de faire de la bibliothèque pour faire vos recherches. Ah oui. Fait que c'est de plus en plus utilisé. OK. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a moins de monde dans la bibliothèque? Non, c'est l'inverse. Depuis que je suis en poste, on a remarqué une recrudescence de l'utilisation de nos lieux par les étudiants. Ah bon? Oui, depuis que je suis rentré en poste en 2010. Puis, vous dire que les tables étaient pleines vers la fin de la session. Là. Oui, bien, on se demande pourquoi, tu sais. Mais à partir de maintenant, là, si vous venez déjà à la deuxième session de cours, si vous venez, les tables vont peut-être être pleines. Déjà, les étudiants utilisent de plus en plus nos lieux. Pour venir faire leurs travaux. Faire des études. Puis là, ils ont leur Wi-Fi de toute façon dans la bibliothèque. Ils ont tous leurs ordinateurs. Fait que, je veux dire, c'est un environnement exceptionnel pour eux autres. Il y a une activité aussi qui est importante, nous, qu'on couvre à chaque année, ma première conférence. C'est ça. On est fiers de cette activité-là. C'est la 5e année, en 2019, qu'on va faire la 5e édition. Donc, on veut donner la chance à un étudiant de présenter une conférence pour la première fois. Chaque année, on a toujours des participants. Puis, là, en ce moment, on a été notre 4e édition qui s'est tenue dernièrement au mois de janvier. Donc, c'est toujours fin janvier, ça. Hein? Oui, nous, on lance, dans le fond, l'appel de conférence est lancé à l'automne vers le mois de novembre pour ceux les étudiants qui veulent participer. Et puis, la conférence est présentée à la fin du mois de janvier.
parce qu'on laisse le congé des fêtes, le congé des fêtes à l'étudiant pour préparer sa conférence. On demande 30 minutes. Ah bon? Alors, si les étudiants... c'est un défi, ça, quand même. S'il y a des étudiants qui sont tentés par l'expérience, on vous invite là, au mois de novembre, quand on va lancer l'appel d'offres, de nous... C'est toujours assez... tu sais, c'est lancé dans le courrier Frontenac, sur les médias sociaux, sur le site du cégep. C'est assez bien publicisé. En ce moment, on a eu 4 garçons. Peut-être que pour la 5e édition... Pas encore de filles. Pas encore de filles. Bon, OK, il va falloir travailler là-dessus. Dis-moi, il y a quand même un campus, campus de Lotbinière, hein? Comment on fait là, pour gérer les ressources de la les gens ne savent pas, mais on a un campus. Puis au campus, nous, on a une collection d'environ 300 volumes. On tient sur place là-bas en permanence, parce que les étudiants peuvent aussi emprunter via notre collection ici du cégep principal. Puis de toute façon, via le site web de la bibliothèque, ils ont accès à tout. Là. Aux ressources numériques aussi qui sont disponibles à nos étudiants. Donc, ils peuvent demander un prêt, puis le livre leur sera acheminé du cégep. J'imagine que ça ne doit même pas prendre 24 heures. Là, ils font la demande, puis le lendemain, ils doivent avoir le livre. Puis c'est ça. Mais on sait quand même sur place une collection. Au début, je vous disais qu'on avait commencé à laisser une collection pédagogique seulement sur place. Puis on s'est aperçu qu'elle était peu utilisée. On s'est dit, tu sais, les étudiants, ils veulent avoir plus que juste du volume pédagogique. Fait que l'an passé, on a décidé de la bonifier et de leur envoyer. Maintenant, ils ont des romans, ils ont des bandes dessinées, ils ont des livres de cuisine, ils ont des livres de sport. Fait qu'on on leur a comme monté une mini-bibliothèque. Puis ça nous a amené à écrire aussi un petit programme qu'on aime beaucoup, c'est Laisse ta marque. Parce qu'on dit, qu'est-ce que les étudiants du campus veulent avoir? Au cégep, du fait qu'on est une bibliothèque publique, on achète beaucoup de volumes. Fait que c'est très rare qu'un volume que vous voulez avoir, qu'on ne l'a pas déjà dans les rayons. Mais au campus, on ne savait pas quoi leur envoyer. Fait qu'on a nos étudiants au campus, faites-nous vos suggestions d'achat. Puis si on la retient, on va marquer votre nom dans le volume. D'où le nom du programme Laisse ta marque. C'est-à-dire que même quand vous ne serez plus au campus, dans 2-3 ans, ben votre nom va être indiqué dans le volume que vous êtes dans. De quoi que c'est vous qui avez suggéré à la bibliothèque l'achat de ce volume-là. Ah, c'est nice, ça. Puis vous êtes impliqué au niveau du prix littéraire de Thetford. Oui, aussi en collaboration avec la ville de Thetford. On a lancé en décembre 2016, le prix littéraire de Thetford. Oh. Donc, le premier gagnant a été en 2016. A été en 2017. Ah bon, oui. C'est tout récent, ça, là, le prix littéraire de Thetford Mines. Oui, d'ailleurs, c'est Mme Dussault qui avait gagné en 2017. C'est ça, première raison, parce qu'il y a comme 2 volets au prix littéraire. Le premier, c'était plus ceux qui ont publié des romans. Donc, c'est Mme Dussault qui a gagné. Et puis, on a lancé la 2e édition, qui était plus des œuvres littéraires, des compositions littéraires. Les gens étaient appelés à composer un essai sur une thématique. Oui. Cette année, la seule chose qu'on demandait aux gens, c'était de faire que le lieu de l'action se déroule dans l'une des 4 bibliothèques du réseau. Alors, là, on a reçu les textes. Les lauréats vont être connus au mois d'octobre de cette année dans la cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. Bon. Ah bon, alors on va noter ça parce qu'on va peut-être inviter cette personne. C'est ou cette personne-là? Oui, là, on va être plus un gagnant parce qu'il y avait différentes catégories pour ce volet-là du prix littéraire. Est-ce qu'il y a... Donc, ce n'est pas nécessairement les auteurs de romans là, qui sont... c'est vraiment, il y a une thématique différente à chaque année là, pour le prix littéraire de Thetford. Il y a juste deux volets qu'on alterne. Oui, OK. Fait que là, c'était le volet création littéraire. Oui. Et puis, dans 2 ans, on va revenir avec le volet œuvre littéraire. Œuvre littéraire, d'accord. Finalement, il ne nous reste pas grand temps. On fait la numérisation d'ouvrages historiques portant sur la région. Bien, ça, c'est le côté historien en moi. Oui, OK. Il est bien marqué. Il n'est jamais bien caché très loin. Donc, on s'est dit, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont numérisés, de vieux ouvrages. Mais j'ai dit, Thetford Mines n'étant pas une grande région au Québec, qui va s'intéresser à nous si nous-mêmes, on ne numérise pas nos volumes? Donc, on s'est dit, pourquoi pas numériser les volumes d'histoire régionale pour les mettre en format numérique et les rendre disponibles en ligne. Des fois, pour les étudiants qui font des recherches à l'université, ces choses-là. Oui, tout à fait. Fait qu'on a commencé par numériser les volumes qui étaient disponibles libres de droit d'auteur, je peux dire. Comme le livre de M. Adams, c'était de 1923. Oui, Cléophas Adam. Il était rendu dans le domaine public. Puis, par les prix, on s'est dit, ça serait fun de peut-être numérer des volumes plus récents. Donc, les gens de la Société d'histoire de généalogie, du Centre d'archives, du musée et de la Société du patrimoine ont été assez gentils de nous libérer les droits sur des volumes qui ont été publiés v'là 5, 10 ans, des fois même v'là 2 ans. Fait qu'on a numéré les volumes. En tout, on a une vingtaine de volumes qui ont été numérisés et les gens peuvent y avoir accès via le catalogue du réseau. Parce qu'on a tellement une histoire qui est riche et passionnante ici dans la région. Puis il y a aussi la revue Le Bercail qui est publiée par la Société de généalogie et d'histoire. Les gens peuvent y avoir accès de 1991 à 2015. Tous les numéros ont été numérisés et mis gratuitement en ligne. Fait que aux gens d'en profiter, c'est une mine de ressources très intéressante. Et rapidement, Stéphane, l'allée des auteurs, c'est quoi ça? Oui, on a créé l'allée en 2013. On l'a mis à jour l'automne dernier.
C'est une allée, dans le fond, on voulait mettre en lumière la contribution des membres du personnel au domaine littéraire dans la région. On parlait de Mme Dussault. Madame Dussault, qui était une ancienne Monsieur enseignante, Jacques. tous des anciens enseignants au cégep. Donc, on a donné des noms de salles à nos locaux. Par exemple, on a la salle sciences humaines, la salle littérature, et à l'intérieur de ces salles-là, on a le nom des membres du personnel qui ont écrit des volumes qui touchent la thématique. Donc, c'est une belle façon de mettre en valeur là, l'apport des gens de la région à la littérature. C'est ça, oui. Écoute, il nous reste 30 secondes, Stéphane. Merci beaucoup de ta présence parmi nous. Comme on peut voir, il s'en passe des choses à la bibliothèque municipale, bibliothèque du cégep de Thetford. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Zoom Appalaches.